Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Rollback, l'émission qui revient sur des sujets d'actualité et à débat. Aujourd'hui, première émission de la chaîne qui va être sur le thème des jeux vidéo. Et pour cette première, j'ai le privilège d'accueillir 3 invités, dont notamment le fameux Gerfo de la case rétro. Bonjour Gerfo. Bonjour Ekoff, comment ça va ? Bah ça va très bien et toi ? Bah ça va, très honoré de faire le baptême. J'ai pas ramené de champagne, mais écoute, mais bon. Je suis toujours friand de champagne. Au fond de ma cave, si tu veux, il y en a du rétro aussi. Il est très vieux, mais oui, juste pour l'écraser sur ton podcast. Ah, c'est trop aimable. Il fallait pas. Donc effectivement, Gerfo, pour ceux qui ne te connaissent pas, chroniqueur à la case rétro, le podcast rétro gaming qui est effectivement assez connu du grand public, parce qu'effectivement ça fait quand même 10 saisons. Ça en fait du temps. Oui. Et effectivement, 10e saison qui s'est officialisée il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. Et du coup, la case, là, ça va être ma première saison, moi, en tant que chroniqueur, puisque je vous ai rejoint pour cette saison 10. La case rétro devient enfin une émission d'envergure mondiale. Tu es avec nous maintenant, donc ça va être bien. T'as vu ça? Ah bah dis donc, il est en train de me mousser là. Ah bah tant qu'à faire, je te mets la pression. Oh là là. Je stresse là, c'est bon, la pression. Bah écoute, merci à toi d'être là pour cette première. Merci à toi pour l'invitation, comme d'habitude. Je t'en prie. En deuxième invité, je vais accueillir du coup Mika. Mika qui est... Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends bien? Bonsoir Ekoff, bien sûr que je t'entends, je dirais même que je t'écoute, c'est encore mieux. Tu m'écoutes, c'est agréable de m'écouter. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien, en bonne compagnie, donc ça ne peut qu'aller bien, j'ai envie de te dire. Eh ben écoute, ravi de savoir. Donc Mika, pour te présenter, effectivement, toi tu es effectivement un gamer multi-gaming, on va dire, sur effectivement plusieurs plateformes, même si t'as le côté très Nintendo qui sort en toi, on va dire, qui jaillit en toi, puisqu'effectivement tu es un gros fan de la licence Pokémon surtout, mais pas que, il y a Zelda aussi entre autres. Et donc effectivement, t'as eu l'habitude, on va dire, de saigner tous ces jeux des licences Nintendo. Pas trop Mario, par contre, du coup. Pas trop plateforme, effectivement, plus RPG, donc les Zelda, les Pokémon, j'ai une petite expérience dessus, mais bien sûr, il y a pas que ça, comme tu disais, je suis assez open. Niveau jeux vidéo, je mange un peu à tous les râteliers. Tout à fait. Effectivement, d'où l'aspect multigaming. Et enfin, comme dernier invité, on a le privilège d'accueillir Wems, qui est not autre que le chroniqueur et l'animateur du podcast Cult & Geek. Bonjour Wems. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, moi ça va très très bien, ça fait très longtemps que je ne me suis pas retrouvé à enregistrer un podcast, donc là tu me fais plaisir. Bah oui, surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Cult & Geek. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont ? Mais que fait ce podcast ? Eh ben écoute, en avant-première, je te le dis, ça revient normalement en septembre. Ouh là là, j'ai le droit à une avant-première pour ma première. Et ça, c'est beau. Voilà. Eh ben écoute, on a hâte d'écouter ça parce qu'effectivement, c'était assez intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le podcast Cult & Geek, c'est un podcast, on va dire, centré sur le côté culture geek au sens large. Donc ça parle effectivement de jeux vidéo, mais pas que, et de plein d'autres sujets liés à la culture, à la pop culture, si on pourrait même aller un peu plus large que ça. Effectivement, bah écoute, podcast qui va revenir en septembre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah écoute, j'ai hâte d'entendre tout ça. Voilà, une saison 5 qui va s'annoncer sous les meilleurs auspices, on espère, avec pas de Covid. On espère. C'est bon, le Covid, on est en train d'en bouffer et on va encore en bouffer pendant un petit moment. Eh bien, écoutez, messieurs, je suis content de vous avoir tous les trois ici pour cette première émission qui du coup, effectivement, va être dans le thème du jeu vidéo et plus précisément, du coup, on va parler des remakes et des remasters dans les jeux vidéo. Parce que depuis plusieurs années, et même il y a encore quelques semaines avec tout ce qui était Nintendo Direct ou différentes autres annonces, on a eu encore des annonces de remake et remaster de jeux vidéo. Et donc du coup, c'est souvent deux parties, on va dire, quand il y a des annonces comme ça. Il y a d'un côté plutôt une partie qui dit c'est bien, ça permet de rejouer à des vieux jeux, et une autre partie qui dit ouais mais non, les développeurs ils nous font rien de nouveau, et au final on ne fait que rejouer à des choses qu'on a déjà jouées.
Et donc du coup, effectivement, je me dis que ça peut être un sujet parfait, on va dire, pour une émission justement à débat comme Rollback. Alors, avant même de partir, on va dire, dans le débat, j'aimerais savoir, vous, c'est quoi quelle est votre consommation de ces remakes et de ces remasters? Est-ce qu'au final, vous êtes plutôt un gros consommateur et dès qu'il y en a un qui sort, vous êtes le premier à tomber dedans, on va dire, et justement à rejouer au jeu en question? Ou est-ce qu'au contraire, vous regardez ça plutôt d'un œil un peu éloigné? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui boycotte totalement ce genre de pratique parce que vous vous dites que justement c'est trop de facilité de la part des éditeurs et des développeurs? Du coup, je vais plutôt me tourner en premier vers Mike. Mike, toi, tu es justement, disons que dans ces trois catégories de personnes, tu te situes plutôt où en fait? Alors, clairement, mon portefeuille pleure depuis les dernières annonces Nintendo, je précise. Je m'attends à un coup de fil de la banquière assez rapidement me demandant où est passé tout mon argent. Donc moi je suis un gros consommateur. C'est vrai que une bonne partie des remakes Zelda, une bonne partie des remakes Pokémon, j'ai tapé dedans. Les Skyrim, j'ai eu l'occasion de regarder aussi pas mal de rework du jeu. Final Fantasy pas encore, mais il est bien placé sur ma liste. Donc j'ai tendance à être assez amateur de toutes ces productions pour différentes raisons, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu après. Je vais laisser la parole aux autres dans un premier temps. Ok, ça marche effectivement. Du coup, plutôt un gros consommateur. Toi, Gerfo, au contraire, tu es pareil dans le même lignée que Mike ou plutôt un autre type de consommateur, on va dire, de ces remakes et remasters? Tu m'as senti venir en introduisant le au contraire, parce que moi, je suis plutôt chat échaudé qui craint l'eau froide, parce qu'il y a eu beaucoup de remakes et de remasters sur PC qui sont de piètre qualité, donc j'ai du mal à m'emballer. Ceci étant dit, en réfléchissant un peu à ce que c'était que ces types de productions vidéoludiques, en fait, je me suis rendu compte que j'en jouais beaucoup plus que ce que je croyais. Parce qu'en fait, déjà c'est pas un phénomène tout récent, et puis en ce moment, tu vois, par exemple, je joue beaucoup à Binding of Isaac, qui est un jeu qui m'occupe depuis bien des années et qui en fait est un remake d'un jeu Flash. Oui. Et tu vois, c'est pas un jeu auquel j'ai pensé immédiatement, puis je me suis dit, mais en fait, je lance un remake presque 3 fois par semaine depuis bien des mois. Et voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup de portages de très mauvaise qualité, quoi. Et c'est vraiment désespérant. Et du coup, même si, tu vois, même sur un jeu comme Diablo 2 qui a bercé beaucoup d'heures chez moi, je suis très circonspect pour les mois à venir. Ah, tu n'es pas hypé par l'annonce de Diablo 2, donc pour ceux qui écoutent justement le podcast, juste pour situer, là on est à peu près en mars 2021, donc effectivement on est quelques semaines après les annonces de la BlizzCon, où justement il y a eu Diablo 2 Remake qui a été annoncé. Je crois pas qu'on ait de date d'ailleurs encore, mais non, courant 2021 normalement, mais bon, on en discutera. Mais c'est typiquement l'un des jeux où je devrais justement être super enthousiaste parce que c'est dans mon top des jeux de mon parcours vidéoludique, mais j'ai très peur. J'ai très peur de la qualité et de me méfier de l'aspect nostalgie. Voilà. Et puis espérer que ça ne fera pas un Warcraft 3. Reforge. Voilà. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et toi, Rémi, Rémi, pardon, excusez-moi, c'est pour les intimes. Wems, pardon, quelle est la consommation en fait de ces remakes et remasters? Moi, je fais bien la différence déjà entre remake et remaster. Les remasters, ouais, pourquoi pas, si je vois qu'ils sont un peu utiles. Comme Diablo 2, Diablo 2, il a vieilli de ouf, donc ouais, un bon coup de jeune dessus, ça mériterait. Les Mass Effect aussi qui vont ressortir, Mass Effect 1, c'est vrai qu'il pique les yeux et à chaque fois que je le refais, je pleure devant en me disant pourquoi je m'inflige ça. Donc là, ouais, un petit coup de remaster, allez, c'est parfait, on peaufine un peu le gameplay et c'est parti, ça repart. En gros, c'est juste un petit bonus pour les fans en disant, voilà, en attendant, tenez ça. Les remakes, je suis beaucoup moins fan et je pense que c'est juste du foutage de gueule et de la flemmardise, tout simplement. D'accord, ok, effectivement. Donc tu as bien raison de bien différencier les deux parce que justement, c'est le point où j'allais en venir juste après.
sur un peu la définition, on va dire, de qu'est-ce qu'un remake, qu'est-ce qu'un remaster, parce que souvent les gens confondent les deux. Ou souvent les gens emploient les deux termes parce que du coup ils savent plus trop qui est quoi. Mais effectivement, je comprends ton opinion sur le côté de des fois est-ce que c'est pas une certaine facilité quand même de la part des éditeurs de dire on sait pas trop quoi sortir, vas-y on va leur sortir un petit remake comme ça ils vont être contents quoi. Eh bien écoutez, j'en vois justement à ce point-là les remakes et les remasters, donc juste rapidement pour essayer de mettre en contexte c'est quoi exactement des remakes et des remasters et les différentes définitions qu'il y a derrière et puis d'où ça vient en fait. Globalement, alors je ne sais pas si vous... Alors c'est une question que je vais vous poser, tiens. Est-ce que vous savez le premier remake, il date de quand ? Est-ce que chacun, là je veux essayer de me donner à peu près une date de quand est-ce que le premier remake a vu le jour dans le monde du jeu vidéo. Une date, c'est compliqué. Moi, je pencherais pour soit un Sonic, soit un Mario ou un Zelda, enfin un des trois. Mais du coup, je suis assez d'accord. Ouais, moi, Mario, Sonic. Le Mario All-Star, moi, sur Super Nintendo. Ouais, c'est celui qui me vient. Ouais. Et toi, Mike, du coup ? Alors, est-ce qu'on compte les portages vers des consoles un peu plus récentes comme des remakes ou des remasters dans ta définition ? Parce que sinon j'aurais bien un truc un peu foireux genre un Pong ou un Space Invaders. Alors les portages effectivement peuvent rentrer en compte puisqu'effectivement ça va rentrer dans les définitions de ce qu'on entend des remakes et des remasters. Enfin si on va dans les sous-catégories on va dire derrière. Effectivement Pong, tout ça c'est souvent des jeux qui sont, on a l'habitude de les revoir, mais si on parle hors portage, si on parle vraiment hors portage et qu'on parle seulement de remake et remaster, le premier jeu, et donc du coup effectivement vous avez globalement vu juste, c'est Nintendo qui a fait le premier remake. En fait, en réalisant bien avant Super Mario All-Star qui est sorti sur Super NES, qui reprenait les 4 premiers jeux Super Mario sortis sur la NES. Bien avant ça, en fait, c'est carrément, ils ont fait un remake de Mario Bros de 88 qui était sur arcade et ils l'ont passé sur la NES. Et en fait, ça a été ça, le premier, ce qu'on peut appeler remake entre guillemets. De l'histoire du jeu vidéo. Et après, il y a tout le monde qui s'y est mis derrière. Il y a Dragon Quest 1 et 2, il y a eu Megaman, enfin bref, puis tout le monde après, ça a commencé à comprendre qu'il y avait un filon à exploiter. Donc vous étiez pas loin. La spécialité de Nintendo maintenant. Et maintenant, c'est un peu la spécialité de Nintendo, c'est un peu leur marque de fabrique, quoi. En fait, ils n'ont pas vraiment bougé depuis l'époque. Ils ont quand même encore des licences nouvelles et des nouvelles approches dans les jeux. On peut pas dire que les derniers Mario soient des remakes non plus de Mario Bros. Donc, mais c'est vrai qu'ils en ont un paquet encore sous le coude à sortir. Oui, tout à fait. Donc certains qui étaient attendus, des gens ont été pas mal déçus par les Nintendo Direct ou les Pokémon Direct ces derniers temps, puisqu'effectivement il y a toute une hype sur les prochains les vieux Pokémon qui peuvent ressortir, ou des vieux Zelda comme Ocarina of Time, enfin bref, et ainsi de suite, quoi. Mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est que Nintendo a réussi à en faire sa marque de fabrique et a totalement exploité le système de façon que les personnes aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs de Nintendo comme moi, qui sont ultra motivés à l'idée d'avoir un remake de la génération 4 de Pokémon, qui avaient des attentes aussi pour un deuxième remake de la génération 2 avec éventuellement un Let's Go version Johto, alors qu'on a déjà eu un remake de la Gen 2 par le passé. Et ils ont vraiment cette patte aujourd'hui de voir que ça plaît aux fans et donc de continuer dans cette veine-là. Tout à fait, et effectivement de voir que de toute façon j'ai pas les chiffres de Pokémon Let's Go, Evoli, Pikachu sur Switch, mais ça s'était vendu en pas mal d'exemplaires quand on regardait, et que c'était d'ailleurs une des grosses réussites de la Switch, au final, ce Pokémon, quoi. Ce Pokémon Gen 1 revisité, on va dire. Alors les chiffres que j'ai trouvés, c'est 13 millions de ventes contre 20 millions pour les épées et boucliers. D'accord. Donc ça reste quand même une très grosse sortie. Oui. Rémi, tu voulais dire quelque chose ? Oui, même maintenant, en fait, les Pokémon Let's Go et les Pokémon épée et bouclier se vendent encore très 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 bien. Et c'est là où Nintendo au final est très fort, parce que ils sortent une suite, ça marche, ça touche les nouvelles générations. Les anciennes générations disent « Oh, c'était mieux avant », hop, ils sortent un remake et du coup ils ravent tout le monde.
Exactement. D'ailleurs, moi, je fais partie plutôt de cette ancienne génération qui est plus en mode c'était mieux avant. Mais effectivement, et je tombe dans le panneau de let's go et j'achète. Hein, moi-même, je suis coupable. Je suis coupable, votre honneur. Très bien, bah écoutez, du coup, on en vient juste à la définition, on va dire, finale de ce que j'entends par remake remaster. Donc effectivement, comme disait Mike tout à l'heure, les portages, est-ce qu'on les considère comme des remakes et remaster? Donc pour moi, oui, c'est une forme de remake et de remaster. C'est juste que quand on parle de remake remaster, au final, moi, après maintes recherches, études, etc. et tout. J'ai sorti vraiment 4 définitions différentes de qu'est-ce qu'on entend par remake remaster, et au final il y a eu 4 termes qui en sont ressortis. Il y a les portages, il y a les remasters, il y a les remakes et enfin les reboots. Donc là les reboots c'est extrêmement rare, on n'a pas eu beaucoup, mais donc les portages, comme le dit très bien le terme, c'est juste on reprend le jeu qui était sur une plateforme et on le rend compatible sur une autre plateforme, donc sans modification, sans quoi que ce soit. Donc par exemple, comme jeu de portage, on peut citer le Resident Evil 5, Resident Evil 6, il y avait les Rise of the Tomb Raider aussi. Sure. The Witcher, tout à fait. J'allais dire Skyrim, qui va bientôt être porté sur micro-ondes vu la stratégie de Bethesda en ce moment. The Skyrim, moi je l'aurais plus vu en la partie remaster, parce que pour moi, quand ils l'ont réédité sur des plateformes, ils ont quand même légèrement amélioré le jeu dans un côté plutôt esthétique, et même je me pose la question si au niveau gameplay il l'avait vraiment changé. Pour le coup, j'ai très peu touché au Skyrim, donc je ne suis pas un expert. Ça donne plutôt du coup un portage. Skyrim, c'est plutôt porté sur toutes les consoles possibles et imaginables, avec peut-être juste la partie remaster pour l'adaptation sur Switch aux commandes gyroscopiques. Mais sinon, c'est un portage parce que en général, il n'y a rien de nouveau dans les versions qui sortent. C'est bien ce qu'on reproche d'ailleurs à Bethesda sur ce jeu, c'est de... Alors, ce qu'on reproche, ce que moi je leur reproche, parce qu'après il y a des gens qui découvrent Skyrim aussi, c'est dommage, ils pourraient découvrir des bons jeux, mais il y a toujours ce problème de savoir si mettre à disposition des jeux face à un plus grand public, c'est une bonne chose. Posé comme ça, on a envie de dire oui. Maintenant, est-ce que il n'y a pas aussi un peu de fainéantise et de capacité à revendre très cher des vieilles soupes, même aussi bonnes soient-elles, mais qui commencent quand même à se sentir un peu le ranci? Je sais pas trop. Moi, c'est pour ça que je suis toujours aussi négatif dans cette approche, et heureusement que mes camarades du jour sont beaucoup plus positifs, parce que sinon il y aurait que des mauvaises voix. Mais Skyrim, pour moi, c'est du portage feignant. C'est à part l'aspect gyroscopique qui a l'air assez pourri d'ailleurs, au passage. Je l'ai pas testé, mais c'est vraiment en remettant au même prix qu'à l'époque, je trouve ça scandaleux. Là, moi, je suis pas forcément d'accord, parce que Skyrim reste quand même un bon jeu, en tout cas dans la série des Elder Scrolls. Pour moi, la plus grosse arnaque en portage et en remake avec des guillemets, c'est GTA V, parce que ça sort depuis des années sur toutes les consoles et en fait ça n'évolue pas. C'est toujours le même jeu et pourtant tout le monde l'achète. D'ailleurs, pour GTA V, effectivement, on a vu qu'il l'avait annoncé sur PlayStation 5, enfin les consoles next-gen, alors que GTA 6, toujours pas de nouvelles. Donc, effectivement, certes, avait fait scandale en disant encore, déjà qu'il avait fait le PlayStation 3, PS4 et du coup PS5. C'est la plus grosse trilogie de la décennie. Ah oui, sachant que sur le PlayStation 2, on a eu GTA 3, Vice City, San Andreas, je crois que c'est tout. On a eu 3 opus sur PlayStation 2, un opus sur PlayStation 3, et après ça a été GTA 5. Encore une fois, est-ce que c'est pas des portages? Enfin, GTA 5, PS3, PS4, pour moi c'est la même chose. C'est juste que sous le capot, il y a pas la même capacité à tirer parti de ce qui a été construit par les devs. Mais après qu'ils sortent sur PS5, c'est juste pour assurer la continuité de service. C'est-à-dire que l'architecture online étant ce qu'elle est, qu'il n'y a pas de rétrocompatibilité, mais qu'il y a encore beaucoup de gens qui y jouent, c'est juste le mettre à disposition. Enfin, c'est là pour moi où c'est une arnaque, mais en même temps il y a des joueurs, quoi. Donc
mais c'est l'architecture console qui est en cause. C'est pas voilà, moi je peux jouer sur mon PC à GTA V depuis que c'est sorti et je pourrais continuer à y jouer tant que j'aurai accès au jeu. Mais au final, là, c'est juste on empêche les joueurs de récupérer le jeu qu'ils ont déjà sur une nouvelle architecture. Mais il n'y a pas de remaster ou de remake. Il y a qu'un portage, mais sur un blocage éditeur. C'est de console. Donc moi je comprends Rockstar. Ils ont des gens qui sont prêts à payer plusieurs fois le même jeu, donc voilà. Mais Ah bah c'est un gain de pain pour eux, hein. Ils vont pas effectivement, ils sont preneurs. après, oui, ce serait bien qu'ils fassent de nouveaux jeux, mais bon, après, on voit là, Red Dead se vend 10 fois moins que GTA. Ça peut sembler logique d'un point de vue comptable de se dire on continue à faire du GTA 5. Et, revenons à tes définitions, Raikov, parce que du coup, on t'a pas laissé terminer. Non, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, disons que en fait, effectivement, on se pose beaucoup la question à chaque fois de se dire est-ce qu'on part du principe que c'est un portage, est-ce qu'on part du principe que c'est un remaster, et en fait, si on regarde vraiment la définition au sens technique, enfin vraiment, si on prend la définition du terme. Un portage, c'est juste, on prend le jeu comme il est existant et on le rend compatible sur une autre plateforme, tout simplement. Alors que le remaster, on a vraiment ce côté de, on modifie le jeu, mais on le modifie dans le sens qu'on modifie juste esthétiquement, c'est-à-dire qu'il est plus beau, les couleurs sont peut-être plus belles, les éclairages, peut-être que les textures sont plus belles aussi, peut-être qu'il y a plus de détails, etc. et tout. Mais par contre, on ne touche pas au scénario et au gameplay. Le scénario et le gameplay restent le même. Je cite par exemple un jeu qui pour moi est le parfait exemple, je sais pas si vous y avez joué, c'est les Spyro le Dragon, qui sont sortis sur plusieurs consoles, dont la Switch, et qui pour le coup, au niveau graphisme, c'est totalement différent de ce qu'on a connu sur le PlayStation 1, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que niveau gameplay et niveau histoire, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est assez perturbant, c'est de voir que ce jeu qui est pourtant semble récent a un gameplay de PlayStation 1. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu, il y a un côté un peu bizarre en fait quand on y joue, je trouve. Et c'est vraiment la différence entre les deux portages et remaster. En fait, c'est vraiment en définition propre. C'est vraiment ça si on regarde les définitions, quoi. Qu'en est-il du coup pour les Mass Effect, puisque c'est un remaster qui est annoncé, mais pour le 1, en tout cas, ils ont touché au gameplay. Donc est-ce que Mass Effect 1 est un remaster plus un remake ? Eh ben techniquement oui, puisqu'effectivement quand on regarde les définitions ensuite du remake, là le remake ils disent que c'est vraiment l'aspect de on refait quelque chose. C'est-à-dire que soit on refait le jeu à zéro, on refait le jeu en repartant sur une feuille blanche, mais en gardant le scénario, en légèrement l'améliorant, ou alors c'est carrément on reprend le scénario identique et par contre on change légèrement le gameplay. Par exemple, je vais vous citer un exemple tout simple et je pense que c'est peut-être comme ça que vous allez plus l'imager. Resident Evil 2, je sais pas si vous avez vu, si vous avez touché un petit peu au remake Resident Evil 2, qui est totalement différent que le jeu de base, mais tout en gardant toujours le même scénario et la même histoire. C'est juste que les décors, le gameplay, tout ça a été effectivement vraiment modifié. Alors je sais pas si Mass Effect 1, c'est ce qu'ils ont prévu aussi, hein, de faire un peu comme Resident Evil 2. Là-dessus, je sais pas. Ça, c'est à vous des annonces qu'il y a pour le moment, on sait pas trop. D'après ce que je sais, c'est juste lisser un petit peu le gameplay comme le 3. Voilà, ils ont lissé le gameplay, ils l'ont fait identique au 3 pour que ça passe mieux en fait. D'accord. Donc effectivement, pour que ça soit plus jouable, parce qu'effectivement, le 1 est peut-être très vieillissant avec des personnages qui sont peut-être un petit peu des en mode camion pour avancer et effectivement peut-être avoir un peu de mal à jouer, quoi. Mais la frontière, elle est floue en fait, parce que là, on se dit que c'est que sur les histoires de Mass Effect, on se dit que c'est un remaster du coup, parce qu'on met à jour les graphismes, mais comme on lui applique un autre moteur, le moteur d'un autre jeu, ça devient un remake. C'est un peu compliqué. Je pense que c'est plus une question de se dire remaster, tu passes une couche de polish. Et remake, tu commences à changer un peu le code technique et à te dire il y a des applications mais ça, pour moi, un remake, c'est un remaster.
mais un remaster n'est pas forcément un remake. Moi, je le vois plus comme des ensembles dont l'un contient l'autre, mais l'autre ne contient pas l'un. Sinon, c'est compliqué à suivre. Et là, vous avez 4 heures. Voilà. Vous avez 4 heures, feuille blanche, c'est en parti. fait, je pense que quelque part, aujourd'hui, on peut plus vraiment. On est encore dans cette période où on doit chercher à définir ces mots parce que l'offre qui est sur le marché est super floue. C'est-à-dire que tu as du travail. En fait, il y a aucun de ces jeux, quels qu'ils soient, qui ne nécessite pas à un moment donné que quelqu'un repasse sur des morceaux de code. À partir du moment où le code change, que ce soit pour appliquer des différences graphiques ou pour appliquer des différences de gameplay ou de scénario, en fait, moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a deux mots différents ? Parce que finalement, j'ai plus l'impression que c'est un argument marketing pour les joueurs, une façon de dire on a passé plus de temps que simplement. C'est comme si c'était une fausse annonce de qualité finalement. C'est-à-dire que historiquement, il y a eu des remakes. Et du coup maintenant, remake, ça sonne pas très bien. Donc on va dire remaster. Remaster, ça fait voilà, on a mis de l'argent, on a mis du temps, et tu vois. Et alors qu'en fait, au final, quoi qu'il soit fait sur le jeu, il y a des gens qui sont repassés dessus. Personne ne te revend le code exactement de la même manière. Donc moi, je suis toujours un peu sceptique là-dessus sur le fait de savoir est-ce que c'est vraiment important de le définir en fait. En fait, c'est que comme c'est un nouveau terme, et là-dessus, je pense que, genre, je sais pas ce qu'en pensent du coup Mika et Rémi, mais du coup, sur le coup, c'est vrai que c'est des termes nouveaux et ça reste assez flou sur les définitions. Puisque comme tu as très bien dit, au final, le remake, c'est vraiment l'aspect de, on essaye d'embellir un petit peu ce remake, ce remaster, en fait, on essaie vraiment de l'embellir, alors que remaster, c'est juste, bon bah voilà, on vous le met, on met juste un petit peu, allez, peut-être un petit peu des éclairages un peu plus sympas, mais c'est tout, alors que le remake va vraiment prendre le temps de peut-être revoir le gameplay, un peu comme Mass Effect a prévu avec le premier opus de la saga, quoi. Et le vrai souci, à mon avis, c'est la mauvaise connaissance des définitions que peut avoir le grand public aujourd'hui. Parce que typiquement, effectivement, dans tous les cas, les développeurs vont mettre les mains dans le cambouis, même pour un simple portage. On se doute très bien qu'on va prendre le code de Skyrim, faire un CTRL-C, CTRL-V, le bourrer dans une disquette de Switch. A priori, ça va pas marcher comme ça. Mais après, si on suit bien ces définitions, comme tu les as dit, ce que j'aime bien, c'est que ça apporte une vraie gradation. C'est que le portage, on va prendre le jeu, éventuellement on rajoute quelques pixels pour que ça fasse de la HD et que ça passe bien sur la nouvelle génération de consoles, on est content. Le remaster, on va un cran plus loin, on cherche vraiment à améliorer les graphismes et peut-être un meilleur moteur au niveau graphique. Et après les remakes, on va encore plus loin en rajoutant des nouveaux éléments de gameplay. Donc là, typiquement, je vais penser au remake des Pokémon, parce que c'est ceux qui me viennent en tête, où ils vont rajouter des nouveaux dresseurs, des nouvelles zones, la possibilité d'avoir des Pokémon plus récents que les générations en question qu'on peut récupérer dans les Pokédex, etc. Et j'aime bien cette distinction parce que même si dans tous les cas, je suis tout à fait d'accord avec Gerfo là-dessus, il y a un vrai travail technique derrière, c'est pas la même somme de travail qui est faite en finale. Et pourtant, certains sont vendus 60 €, comme Zelda Skyward Sword, qui n'est autre apparemment qu'un portage, ou peut-être un petit peu remaster, si on prenait vraiment au sens définition, mais ça encore, on ne sait pas puisqu'il n'est pas encore sorti. Après, si on part du principe que tous les jeux qui sont sortis sur la Wii U n'existent pas, c'est un nouveau jeu. mais la Wii U... Il était sorti sur Wii. Il était sorti sur Wii aussi. Il était sorti sur Wii, Skyward Sword. Ouais. Mais c'était Breath of the Wild qui était sorti sur Wii U et qui après est sorti sur Switch. Ah, mais tu vois, par exemple, typiquement, l'exemple Breath of the Wild, pour moi, c'est qu'un portage, on est bien d'accord. Je pense que personne ne retrouve à redire à ça. J'ai jamais joué à la version Wii U, donc pour le coup, je ne sais pas si la version Switch est exactement identique que la version Wii U, mais normalement, oui, c'est un portage. Je ne vois pas de différence. Si on regarde des 2 vidéos YouTube, je pense des 2 let's play, oui, c'est pareil. Alors moi, de ce que j'ai compris de Breath of the Wild, c'est que c'est presque un jeu Switch, mais qui a été porté en anticipation sur la Wii U. Quand on voit les problèmes de performance qu'il y avait sur la Wii U. Oui, et on revient un peu au problème de est-ce que le fait de remettre le même jeu simplement sur une architecture plus puissante,
bon, bah, c'est des problèmes de constructeurs et pas des problèmes de valeur ajoutée sur le jeu. Mais du coup, la question que je me pose derrière sur un Breath of the Wild, c'est tu te sens un peu arnaqué quand tu l'as acheté sur Wii U. Enfin, moi, j'ai l'impression de ce que j'en ai vu des gens qui ont acheté Breath of the Wild sur Wii U puis qui l'ont vu tourner sur Switch après. Et d'un autre côté, tu te dis, c'est quand même important de pouvoir avoir accès à un jeu qui rend hommage à la vision qui rend correctement hommage à la vision de ses créateurs. Là, du coup, même si des joueurs ont été un peu arnaqués, même si le mot est un peu fort, finalement, c'est quand même intéressant que la démarche existe et qu'on soit pas bloqué avec ce jeu-là uniquement dans une architecture très limitée, parce qu'il y a une quantité de jeux qui auraient sans doute été meilleurs s'ils avaient été un peu plus optimisés et qui auraient bien besoin d'un petit coup de polish pour revenir sur des architectures plus modernes. Et là, on a l'excuse parce que Nintendo a les moyens, parce que c'est Zelda et que les joueurs achètent derrière. Mais la frontière, elle est floue du coup. Quand est-ce que ça devient légitime de se dire il faut refaire le jeu parce que ça biaise complètement l'avis qu'on peut avoir sur une expérience de joueur. Et du coup, bah là, mon cœur balance encore une fois plutôt du bon côté en disant heureusement qu'il y a des gens qui en refont. Sinon, il y a des jeux que j'aurais jamais connus. Et en même temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai du mal à trouver un juste milieu finalement dans cette démarche. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement enthousiaste sur l'idée de jeux très fort, très grand. Les Pokémon, voilà, c'est des licences sur lesquelles on a beaucoup d'affect en tant que joueur. Mais sur les franchises un peu moyennes, tu sais, les jeux un peu moyens pourris qu'on a pu faire, où on se dit bon, c'est clairement pas génial, mais bah, tu te dis, est-ce qu'il faudrait pas aussi se donner le temps de bien travailler le jeu sur l'architecture donnée, et on n'aurait pas besoin de rentrer dans cette logique du remaster ou du remake. Après, est-ce que au final, là comme ça me vient pas trop à l'esprit, mais est-ce qu'au final, il y a beaucoup de jeux, comme tu dis, moyens, on va dire des jeux qui n'ont pas fait non plus énormément de bruit, qui sont sortis en remake? J'en ai pas de tête. Alors peut-être que... Je sais pas, moi j'ai l'impression, alors j'y ai pas joué personnellement, mais j'ai beaucoup écouté le podcast de la case qui était consacré. Un Shadow of the Colossus, par exemple, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est sorti avec trop d'ambition sur sa première console et qui, dans sa version remaster, est finalement extrêmement agréable et beaucoup plus digne de l'ambition du titre. Et les gens ont adoré le jeu dans sa version de base, mais il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés par le fait qu'il était un peu, en termes de performance, très dégradé, etc. Alors qu'a priori, c'est un jeu magnifique. Et du coup, je me dis, tu vois, ce remaster, il se justifie complètement. Il a rendu des gens extrêmement heureux, et tant mieux. À côté de ça, moi, je pense à des jeux de niche de mon côté. Je pense par exemple à Commandos 2, qui a eu un remaster qui est absolument immonde sur Steam. Et la version de base du jeu, elle est plus vraiment jouable aujourd'hui. Elle est limitée en résolution en 800-600 sur un écran d'ordinateur qui aujourd'hui affiche 10 fois plus de pixels. Elle est censurée, elle est modifiée. Oui. Enfin, il y a beaucoup de problèmes dans cette version-là. Et du coup, bah en fait, c'est la loterie. Le remake et le remaster, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait? Si on fait que remasteriser des jeux qui ont bien marché, à quoi ça sert? Moi, c'est une vraie question qui m'angoisse parce que du coup, ça veut dire qu'on va se taper encore pendant 10 ans. Enfin, t'imagines demain si les remasters, ça devient, je sais pas moi, encore une fois, un énième portage d'un énième titre qu'on connaît depuis 15, 20, 30 ans. Ça serait terrible. Je vais t'en citer un, tout simplement. Age of Empires 2. Je veux dire, Age of Empires 2, même si c'est un jeu que j'affectionne énormément, on a quand même déjà eu deux, c'est pas vraiment des remakes, mais c'est des remakes. En fait, on a eu 2 remakes. On a eu une version HD qui est sortie en 2013, je crois, et la dernière, la Definitive Edition, qui est très très bien. C'est un très bon remake, mais qui est sorti en 2019. Et on se dit, Microsoft a déjà sorti pour un jeu qui est iconique en termes de jeu de stratégie. Il en a quand même sorti déjà 2 en l'espace de même pas 10 ans, quoi. Écart entre les deux, quoi. Après, c'est la loi du marché, j'ai envie de dire, pour 2 raisons. C'est que premièrement, on va avoir envie de refaire un jeu qui a bien marché parce qu'on sait qu'il y a toute la fanbase qui existe et donc ça fait des ventes qui sont assurées. Donc là, on est à fond dans la stratégie Nintendo. Mais aussi quand on voit aujourd'hui le coût de développement d'un jeu
On se dit, est-ce qu'on va prendre le risque de chercher un jeu un peu moyen du placard et de chercher à le ressusciter, sachant qu'il n'a pas la fanbase, qu'on sait qu'il part même avec un a priori négatif parce qu'il y a des personnes qui ont pu être déçues lors du premier achat, c'est vachement risqué. Et enfin, il y a le confort pour un Microsoft qui va ressortir X nouvelle adaptation d'Age of Empires 2, de se dire, bah ouais, mais est-ce qu'on va faire un nouveau jeu qui va nous coûter super cher, qui a une chance de pas marcher, ou est-ce qu'on va juste prendre un truc du placard qu'on dépoussière un petit peu, on sait que plein de personnes vont le consommer derrière. C'est un choix de facilité, mais c'est aussi lié directement au coût que représente aujourd'hui le développement des jeux pour moi. Mais est-ce que c'est pas le même paradoxe du coup que l'industrie du cinéma, où on tue un peu la créativité pour assurer, parce qu'il faut nécessairement qu'un jeu se vende à X millions d'exemplaires, et que maintenant on est dans la même logique où si tu n'as pas l'identité forte d'une franchise, de toute façon c'est plus compliqué de venir d'amener des nouvelles personnes. Mais c'est totalement ça, et c'est pour ça d'ailleurs que les jeux qui stéréotypiquement présentent le plus de parti pris en termes de gameplay, en termes de créativité, c'est souvent les jeux indépendants, de la même façon que le cinéma d'auteur, c'est celui qui va apporter le plus de nouveaux éléments. Parce qu'un Hollywood ou un jeu de gros studios, ça coûte tellement cher qu'on ne veut pas prendre de risques, on prend du formaté, on est sûr que ça va se vendre et tout le monde est content. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'on va se taper très bientôt une bulle de la même manière qu'on a eu dans le cinéma. On va avoir une catastrophe industrielle de grande ampleur à force d'avoir des joueurs qui en ont marre de racheter le même bouillon tous les ans. Parce que maintenant, ça s'étend de plus en plus. Enfin, il y a encore quelques années, j'ai pas l'impression qu'il y avait tant de jeux qui étaient remasterisés. Maintenant, il est de bon ton pour chaque éditeur qui a un minimum de présence sur le marché d'avoir dans son catalogue son jeu phare ou ses licences phares dans des versions modernisées, estampillées 2020. D'ailleurs, j'imagine qu'on va avoir bientôt aussi ce côté, on le voit dans les stores en ligne, les jeux qui sont tagués avec l'année de la version, si tu veux, de sortie, où c'est l'année, je pense à Age of Empires, qui maintenant est tagué 2017, 2003, 2000, je ne sais combien. Et ça va faire la même pour les Resident Evil, pour les Mario, pour le reste. Ça va. On m'annonce dans l'oreillette que les fans de FIFA et de Call of Duty ne sont pas d'accord. Ouais, peut-être. Mais enfin, je suis un vieux con là-dessus, donc c'est pas surprenant, mais il y a quand même quelque chose de très triste dans tout ça, je pense, parce que il y a trop peu de valeur ajoutée par rapport à la valeur du produit, la valeur marchande du produit, quand même. Vous avez dans la tête un remaster d'excellente qualité qui justifiait pleinement un prix, disons, de plus de 30 €? Moi, j'en ai pas. Je réfléchis. Pas tant que ça, parce que globalement, les remasters, c'est vrai que t'es content d'y rejouer, parce que tu as ce côté de soit je découvre un jeu d'époque que j'ai pas pu connaître, ou que j'ai pas pu finir, parce que par exemple j'étais peut-être gamin et que du coup je l'avais commencé mais je l'ai jamais terminé. T'as aussi le côté de la nostalgie, le côté de je rejoue à ce jeu parce que c'est un jeu que j'ai adoré en étant enfant. Mais c'est vrai que tu te fais avoir 2 fois et puis après tu dis mais à chaque fois ça me coûte beaucoup trop cher par rapport au temps où la nostalgie ça passe vite quand même. Enfin, on a quand même pas trop je sais pas, le moment où on se dit ouais finalement dans mes souvenirs c'était mieux, ou je sais pas, il y a un côté mais bon, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grands jeux comme ça tu vois, même en plus, surtout sur PC, il y a souvent un truc, ça casse beaucoup la communauté, parce que du coup quand t'as un jeu qui est très modable par exemple, ça casse souvent tout le travail qui a été fait par des gens qui depuis en plus ne supportent plus leur mode, ou sont passés à autre chose tout simplement, et ça split les bases. Je pense beaucoup à Baldur's Gate par exemple, qui a eu droit à des enhanced éditions, donc qui sont pour le coup des remakes, puisqu'il y a des nouveaux éléments qui sont présents dans le jeu, mais où pendant, je crois, presque 2 ans, il y avait une liste sur les forums officiels des mods qui n'étaient plus compatibles. Et alors pour le coup, l'éditeur a un peu suivi et a fait des efforts pour aider les modeurs à adapter le contenu, mais on est sur des trucs qui vont encore fracturer les bases de joueurs, qui vont encore casser un peu les dynamiques.
Et à côté de ça, on se dit, mais il pourrait simplement faire des remakes, simplement, je dis simplement comme si c'était évident, pardon, mais il pourrait faire des remakes qui soient justement compatibles avec les workshops ou les fonctionnalités un peu avancées des stores en ligne, pour justement tirer parti vraiment des choses, de tout ce qui fait la qualité de vie des jeux modernes, en termes de mise à jour, en termes de contenu, en termes de contenu additionnel et en termes de support automatique. Mais du coup, ça complexifie. Enfin, en fait, disons que la démarche serait beaucoup plus complexe. Alors, j'entends effectivement l'idée, mais du coup, c'est vrai que moi, étant, imaginons, éditeur ou développeur d'un jeu vidéo, d'une licence, je me dis, bah oui, mais le fait de regarder ce qui a été fait par la communauté, de tout ce qu'il y a, parce que du coup il y a un panel de dingue de tout ce qui a été pu être fait par la communauté, et justement c'est des choses qui sont bien, bah, de se dire bah oui, mais si je prends le temps de tout regarder tout ce qui a été fait, en fait je vais perdre un temps fou, et donc du coup je ne vais pas rentabiliser, on va dire, cette rapidité de sortir un remake ou un remaster. Ouais, mais alors justement, j'ai le contre-exemple parfait à cette affirmation. Tu prends Black Mesa pour Half-Life, qui est un projet de fans de remaster de Half-Life, où effectivement il a fallu attendre très très longtemps, parce que le jeu il doit être fini depuis moins d'1 an, alors qu'il avait commencé dans les années 2003 ou 2004, sur le papier et en développement, on va dire, au début des années 2010. Mais d'un autre côté, on a vraiment là cette fois-ci une valeur ajoutée qui est entre guillemets taillée pour le public, c'est-à-dire qui a un vrai sens, c'est-à-dire qui à la fois respecte le matériau d'origine et apporte la vraie qualité pour un prix qui est raisonnable, mais qui a pris du temps, effectivement. Il a fallu attendre 7, 8, 9 ans. Et finalement, c'est la même chose quand tu regardes le remake de Tony Hawk, qui est sorti en septembre dernier, qui est un super jeu à la base, et qui est un super jeu dans sa version remake, et pour lequel il n'y a pas de timing de date d'anniversaire, ou voilà, il y a juste des gens qui l'ont fait, et qui l'ont bien fait. Et bah, je sais pas, il faut peut-être justement accepter cette idée qu'il faut pas jouer sur un esprit de dire tiens, c'est les 20 ans, tiens, c'est de cette façon-là qu'il faut honorer le jeu. Il faut peut-être simplement laisser le temps, prendre en compte ce que la communauté espère en termes de alors c'est très dur parce que comme tu l'as dit, les points de vue sont multiples, mais je pense qu'il y a une vraie attention à porter à est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un remake, et si oui, qu'est-ce qui est vraiment important d'ajouter dedans. Et puis, du coup, est-ce qu'il faut prendre le temps de le faire? Toi, Rémi, t'en penses quoi sur ce sujet, justement? Tu te dis, au final, est-ce qu'au final, c'est intéressant de sortir des remakes, peut-être peu travaillés, mais au moins de le sortir pour un événement important comme un anniversaire, typiquement? Ou est-ce que tu préférerais plutôt être dans l'équipe de te dire, bah, prenez le temps de sortir, au pire, vous le sortez dans 5 ans, c'est pas grave, on aura peut-être un super Ocarina of Time, par exemple, en Unreal Engine, tu vois, enfin, un truc vraiment extraordinaire, enfin, un truc comme ça. Qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, je suis un peu mitigé quand même, parce que je fais partie des gens qui préfère avoir de nouvelles séries, de nouvelles licences, plutôt que de me retaper les mêmes en boucle. Après, je réfléchissais, je l'ai dit sur le ton de la blague avec FIFA et Call of, effectivement, il en sortent un chaque année, donc en fait, c'est presque des remakes chacun des uns des autres. Mais en même temps, c'est pas si bête, tu vois. C'est des gens qui ont compris qu'ils gardaient le même principe de jeu, ils réadaptaient en fonction de la console et de l'actualité ou de ce que les joueurs ont voulu demander, et hop, ça marche. Et ça continue de marcher tant que les joueurs consomment, en fait. Après, sortir un jeu pour un remake ou un remaster, il faut que ça ait du sens dans le sens où tu peux pas sortir un remake ou un remaster si après il n'y a pas de suite. Sur les RPG, tu vois, sur les Mass Effect, ils sortent le remaster parce que c'est l'anniversaire de Mass Effect, parce qu'ils en sortent un autre. Oui, ça a du sens. Ça permet à des joueurs de découvrir la licence, de commencer par le 1, pour ensuite aller toucher peut-être dans 2, 3, 4 ans le nouveau Mass Effect qui va sortir. Dans ce cas-là, oui, ça a du sens. Après, la licence Dragon Age, c'est pareil, tu vois. S'ils sortent un remaster de toute la saga, de Dragon Age Origins, Awakening et Dragon Age 2, eh ben, ce sera bienvenu s'il y a un Dragon Age 5 qui sort. S'il n'y a pas de Dragon Age 5 ou 4, ça dépend si on compte l'extension,
pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, voilà, si la licence continue à vivre, tu peux sortir un remake ou un remaster pour faire découvrir le début de la licence, mais si tu ne le fais pas, ça n'a pas de sens. C'est juste du marketing et c'est juste que tu essaies de vendre pour avoir de l'argent pour faire autre chose. Et si ça se trouve, ce sera encore des remakes et encore des remasters parce que tu as compris que ça marchait et clairement, tu prends les gens pour des pigeons. Oui, et donc du coup, en fait, effectivement, ce côté effectivement, tu te dis, bah, je vais ressortir un des premiers jeux de la saga, enfin d'une grosse saga, par exemple, de jeux, pour faire comment justement découvrir ce premier jeu revisité, on va dire, pour justement les joueurs, les jeunes joueurs, en fait, des joueurs d'aujourd'hui. C'est un peu le côté justement qu'ils ont voulu faire Nintendo avec le Pokémon Let's Go. Du coup, Mika, effectivement, peut-être que là-dessus, on est d'accord que Nintendo a voulu, au final, en faisant le Pokémon Let's Go, oui, faire plaisir aux anciens en disant hey, regardez, on vous ressort la Gen 1, en version un petit peu revisitée. Mais justement, le côté revisité, bah, c'est peut-être aussi un moyen d'attirer les nouveaux joueurs qui avaient peut-être été habitués à ce côté un petit peu facilité, on va dire, des derniers Pokémon, quoi. Alors, Pokémon Let's Go, c'est Nintendo qui voulait se faire de l'argent encore un peu plus sur Pokémon Go. On va être honnête. Après, ils ont vu qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient nostalgiques des Pokémon, mais qui n'avaient pas forcément acheté de console Nintendo, qui jouaient sur leur téléphone avec une application gratuite. Ils ont voulu essayer de pousser ces personnes-là vers leur nouveau support. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Voilà, bon, il y a des bonnes ventes. Je ne sais pas à quel point des personnes qui n'avaient pas de console Nintendo ont acheté la Switch juste pour ça. Je suis assez dubitatif là-dessus, mais je pense que c'était quand même la stratégie. Après, concernant la question de sortir des jeux pour leur date anniversaire, c'est un vrai questionnement, encore une fois, entre est-ce qu'il faut sortir quelque chose pour se faire de l'argent, ou est-ce qu'il faut sortir quelque chose pour faire plaisir aux fans et être utile, et l'équilibre est très dur à trouver. Et ça, c'est aux éditeurs de le trouver tôt ou tard, sinon on va arriver vers une grande lassitude des consommateurs, et je pense que beaucoup de personnes sont déjà très lassées de la situation actuelle. Après, ce qui est rigolo, c'est que dans le cadre de Pokémon, on est sur une licence qui est extrêmement vivace, j'ai l'impression. Enfin, je connais pas en détail les calendriers de sortie, mais je pense, sans dire trop de bêtises, que tous les 2 ou 3 ans, il y a des nouveaux titres qui sont mis à disposition depuis la création de la licence, à peu près. On est à peu près sur ce calendrier-là, ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est un calendrier qui est extrêmement serré finalement, et qui, bon voilà, et donc le fait de mettre un remaster au milieu de ce programme déjà chargé qui amène des nouveaux titres, c'est très particulier. Après, il y a d'autres, c'est vraiment des démarches qui sont très différentes. On est sur une licence très active, mais il y a eu d'autres cas de revival entre guillemets de licences qui n'existaient plus carrément sur le marché. Et je pense à XCOM par exemple, qui est une licence qui a existé au début des années 90, mais qui est revenue sur le devant de la scène avec Firaxis il y a quelques années, et qui pour le coup là, la démarche semble tout de suite légitime puisqu'on dit il y a un énorme trou de 15-20 ans entre le dernier titre qui en est sorti et sa version. Bah du coup là c'est un immense remake. Très modernisé, voilà, qui fait vraiment découvrir quelque chose à des joueurs qui n'y avaient jamais joué. Et on revient sur cette problématique de la temporalité en fait. C'est quand on me prend pour un con à me dire il faut que je te sorte une version remaster d'un titre qui a moins de 5 ans. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur une démarche agressive sur mon portefeuille et pas sur une démarche de volonté de mettre à disposition des outils plus agréables pour les joueurs. J'ai quand même bon espoir, et là encore je pose la question, je ne sais pas, je suis plutôt un joueur PC qu'un joueur console, pour ne pas dire je ne suis qu'un joueur PC. J'ai quand même bon espoir que les nouvelles architectures aujourd'hui des consoles qui vont sortir, justement amènent à cette culture un peu de se dire il y a du progressif, il y a des petites choses, des petits correctifs. Aujourd'hui, tous les jeux les plus grands existent dans tellement de versions différentes, il y a tellement de patchs, de mises à jour, que finalement, on pourrait presque dire que ces petites améliorations, parfois, je vais pas dire que c'est des remakes, mais ce serait presque une catégorie à part. Tu prends les versions 1.0 de certains jeux et tu regardes l'état où ils en sont. 2 ans après, on a presque eu en continu un remake, de l'amélioration, on ajoute de la technique, de la prise en charge de nouvelles technologies sur l'affichage des lumières, etc.
Voilà, on parle de ray tracing, de patch de ray tracing sur des jeux qui sortent. Finalement, est-ce que il y a quelques années, ça aurait pas simplement été un remake? On aurait dit, bah voilà, Crysis par exemple, qui a eu le droit à un remake il y a pas très longtemps, pour le mettre à jour justement sur ce genre de technologie. On se dit finalement, est-ce que si le jeu était sorti juste quelques années plus tard, ça aurait pas été un patch de mise à jour tout simple qui aurait pu être pris en compte? Et là encore, le flou est en train de se mettre et on se dit, de temps en temps, en fait, on glisse vers des mises à jour perpétuelles du jeu. Et il faut juste qu'on remette un peu d'argent dans la caisse pour payer tous les gens qui travaillent à faire ces améliorations continues. Et c'est pour ça, je pense que le modèle de l'abonnement aussi se met en place, et je suis en train de digresser, je vais m'arrêter là, mais que justement, on veut s'assurer une rentrée d'argent permanente parce que on sait aussi que nous, on attend que nos jeux soient à la pointe de la technologie, qu'ils soient capables d'être évolutifs et d'être capables de suivre les tendances. Et si tu prends tous les jeux multijoueurs qu'il y a maintenant qui sont très actifs, Rocket League, League of Legends, et j'en passe, ce sont des jeux qui finalement n'ont plus rien à voir. Ils se sont remasterisés en cours de route, en permanence. Et du coup, il y a vraiment deux écoles qui sont en train de s'affronter. Les mastodontes qui veulent entretenir une base de joueurs et qui vont faire glisser dans le temps ces évolutions. Et puis le modèle à la Nintendo qui sort des jeux solo très très carrés, bien définis dans le temps, mais qui par contre les remasterise à des vitesses qui n'ont de cesse de s'améliorer. Et je pense qu'ils vont finir par glisser vers un modèle continu. Après, effectivement, le côté peut-être faire des remasters, on va dire de moins de 10 ans, enfin sur des jeux qui sont sortis il y a moins de 10 ans, peut-être que ça vaut peut-être pas le coup. Comme par exemple Nintendo le fait très bien avec tous les jeux de la Wii U, Wii U qui n'a quasiment pas marché, il les ressort du coup sur Switch, mais c'est vrai qu'effectivement quand on est plus sur des jeux qui commencent à avoir une durée de vie, qui commencent à être vieux de plus de 10 ans, donc qui sont considérés comme rétro, vraiment pour le coup. Là, est-ce qu'effectivement ça vaut vraiment le coup parce que c'est vrai que moi le premier, le fait de voir par exemple le Pokémon, le vieux Pokémon Gen 1 en version avec des graphismes d'aujourd'hui en version Let's Go, j'étais hyper content de pouvoir balader dans le monde du premier Pokémon avec des graphismes d'aujourd'hui. Et là, je trouvais que le remake avait vraiment un gros avantage. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, quand c'est peut-être moins de 10 ans, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça vaut vraiment le coup au final? Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, et pour rebondir sur ce que disait Gerfo avant, c'est que dans ta définition, League of Legends est un jeu rétro. Parce qu'il est sorti en 2009. Et effectivement, je pense qu'il y a une bonne distinction qui est à faire sur le rework remaster et puis d'autre part sur les jeux avec des améliorations continues. C'est que pour les améliorations continues, ça demande un accès à Internet pour pouvoir faire les mises à jour, et que pendant longtemps, les consoles n'étaient pas adaptées pour ça. Et Nintendo a longtemps été plutôt à la traîne par rapport à ça. C'est difficile de faire une mise à jour d'une cartouche, alors qu'un jeu qui est sur un client directement sur PC se met à jour beaucoup plus facilement. De plus en plus, on va vers des jeux dématérialisés, donc on peut espérer qu'on va aller vers ce modèle qui serait une bonne alternative effectivement au remaster, mais ça demande beaucoup de travail de la part des développeurs et des studios, ça fait moins d'entrée d'argent, est-ce qu'ils vont vouloir basculer tous sur ce modèle-là? C'est à voir. Surtout quand on sait que Nintendo a beaucoup de mal avec le online et qu'ils sont pas prêts de... Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'une révolution chez eux pour basculer sur ce modèle-là. Après, les succès comme sur des jeux comme Mario Maker montrent qu'il y a quand même il y a de l'intention et il y a ce potentiel d'infini aussi qui semble être à portée de main. On a l'impression que certains jeux sont tellement installés maintenant dans le collectif qu'il serait inenvisageable que d'un seul coup on n'ait plus de titres, on n'ait plus de contenu lié à cette licence qui soit mis à disposition. J'espère qu'il y aura quand même encore de la place pour des gens qui veulent amener quelque chose de très différent et qu'on n'a pas encore vu tout ce qui sera possible de faire en termes d'expérience.
Mais moi, ça reste une crainte comme toi de voir simplement la même soupe au service. Ça fait vraiment de la peine d'imaginer qu'on puisse arriver à ce modèle-là, quoi. Après, au final, si on attend autre chose que des remakes et des remasters, il faudra peut-être se tourner à terme vers les studios indépendants. Je pense à Asobo Studio qui avait sorti Plague Tale Innocence, qui est un putain de jeu, et en plus qui est de chez nous, donc Cocorico. Mais voilà, c'est un très bon jeu RPG solo, et en plus de ça, il casse les codes en fait de ce que la plupart des éditeurs et développeurs nous servent, c'est-à-dire que la plupart des gens maintenant à l'E3, quand ils présentent un jeu, ouais, c'est un jeu en monde ouvert, machin. Et ben là, Plague Tale Innocence, c'était pas du tout un monde ouvert, c'était très linéaire. Et au final, bah, ça fait plaisir. Et tu te rends compte que quand le scénario est amené, quand le gameplay suit, t'as pas besoin d'un monde ouvert, parce que s'il y a un monde ouvert, faut le remplir. Et dans Breath of the Wild, moi, ce qui m'a choqué sur Switch, c'est que le monde, il est vide. Ouais, c'est un monde ouvert, c'est cool, tu peux te balader sur toute la map, mais putain, c'est vide, c'est que des champs, c'est que des forêts. Il y a quasiment aucun PNJ. Tu rencontres 2-3 mobs par-ci par-là, t'as un petit camp, mais on dirait que c'est toi qui as fait le jeu avec MMORPG Tycoon sur ton PC. Donc Et du coup, c'est drôle parce qu'on se dit, est-ce que ça ne mériterait pas un petit remake qui remplisse un peu ce monde? Un remake Breath of the Wild 2. Non, mais c'est vrai, mais qui sera Breath of the Wild 2 finalement. Mais alors qu'au final, tu te dis, enfin moi non plus, j'ai pas beaucoup aimé Breath of the Wild, mais tu te dis, c'est un jeu. Mais j'ai pas aimé le jeu, mais il y a des mécaniques que j'aimerais voir. Dans d'autres jeux, j'aimerais reprendre. Ce qui manque, c'est un Zelda en fait derrière, un jeu Zelda derrière. Et tu te dis, est-ce qu'il faut le remaster ou est-ce qu'il faut juste oublier tout ce qui a été la méthodologie, garder la techno, en faire un nouveau jeu, ou est-ce qu'il faut pas essayer de l'améliorer? Alors je sais qu'il y a tellement de joueurs qui ont adoré Breath of the Wild que cette question est ridicule, mais on va se faire insulter dans le chat. Oh t'inquiète, j'ai l'habitude. Hein. Ouais, à la case, on en a déjà. Je vous rassure, je ne suis pas friand non plus de Breath of the Wild, donc on est 3 sur 4. Mais moi je l'ai bien aimé. Alors j'avoue que moi, Jean-Michel Pigeon et fanboy, j'ai bien aimé le jeu. Le monde ouvert est vide, et si je veux vraiment être de mauvaise foi, on peut l'expliquer par le lore. On va sortir de la mauvaise foi 2 secondes, on va être sincère. Nintendo fait des tests sur le open world. Pour une première de chez Nintendo, je pense que c'était quand même une grosse réussite. Mais effectivement, c'est un jeu qui a des défauts. On ressort souvent le côté un peu vide du jeu, qui même si on peut essayer d'expliquer par le scénario, ça reste un jeu qui est vide à certains égards. Point. Donc à voir ce qu'ils vont proposer avec Breath of the Wild 2, sachant qu'à la base c'était censé être un DLC, hein, mais ils se sont dit ah bah non, on a trop de trucs à mettre dedans, donc on en fait un jeu standalone. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais du coup on revient sur la question de se dire est-ce que c'est un test, est-ce que c'est un coup de génie qui va amener quelque chose de nouveau, mais du coup est-ce que dans 10 ans il faudra faire un remaster de jeu? Je pense pas. Enfin, moi, j'y crois pas. J'espère plutôt qu'il y aura un nouveau jeu qui s'inspirera de ce qui a été fait dans celui-là, qui saura pallier les défauts et itérer à partir de ce composant de base pour en faire une nouvelle série de Zelda qui sera super chouette. Mais tu vois, tu me dirais dans 10 ans, on annonce un remaster de Breath of the Wild. Je dis, putain, s'il y a ça, c'est qu'il y a pas eu de progrès. Et ce serait vraiment dommage, quoi. Et tu vois, c'est pour ça que pour moi c'est pas une question qui est totalement neutre, cette idée de remaster, parce que on parle du fait de refaire de l'argent et d'entretenir les points, mais au final faut pas oublier que c'est compliqué de faire des jeux vidéo. C'est vrai qu'il faut comprendre que bah oui, il y a des fois il y a besoin de mettre un peu de fuel dans la machine pour que ça tourne. Mais faut pas non plus qu'on cautionne, nous, en tant que joueurs, sur la nostalgie, les erreurs ou les égarements. Alors, je vais pas dire que Nintendo a fait des erreurs ou s'est égaré avec Breath of the Wild, mais voilà, il faut réfléchir à chaque fois. Et on revient à ce qu'on disait, ne pas se laisser porter par la hype de l'annonce d'un remaster ou d'un remake. Non, Nintendo a fait des erreurs avec la Wii U. C'est pas avec. Oui, c'est vrai aussi. Oui, on peut le voir comme ça. Mais du coup, en fait, ce qu'on est en fait en train de conclure, enfin un peu d'aller dans cette direction c'est plutôt de dire que au final, les éditeurs et développeurs de jeux vidéo, ils font les remakes par une question de facilité, mais du coup, en fait,
cette hype de remake, on va dire cet essor de remake, parce qu'il y en a de plus en plus, qui touche plein de studios, plein d'éditeurs, plein de plateformes de jeux différentes, et ben au final, est-ce que c'est pas un risque, c'est pas un danger pour l'industrie du jeu vidéo en fait? De ce que j'ai envie de te dire, c'est que si Respawn Entertainment pour le RPG Star Wars avait sorti un simple remaster ou remake du RPG de BioWare, putain j'ai oublié le nom, c'est KOTOR. Ouais, voilà, KOTOR. Knights of the Republic, ouais. C'est ça. Donc, s'ils avaient ressorti un simple remaster ou remake de KOTOR pour le nouveau RPG Star Wars, ils auraient enterré littéralement la licence Star Wars dans les RPG. Et là, comme ils ont sorti The Fallen Order, tu le sens dans le jeu, ils prennent pas de risques. Ils savent très bien que les derniers RPG et jeux Star Wars se sont fait lyncher. Alors, ils prennent pas de risques, ils sont très méfiants, mais ça marche et ça ouvre de nouvelles possibilités pour de futurs RPG Star Wars. Ils avancent du coup petit à petit, pas par pas, effectivement, et donc du coup pour espérer avoir un énorme RPG Star Wars qui sera grandiose et nous permettra de traverser une galaxie lointaine, très lointaine. Oui, j'en rêve. Alors du coup, je me dis qu'effectivement, on parle de pas mal de remakes, on parle de remasters, on parle de cet essor qu'il y en a de plus en plus, etc. et autres. Mais c'est vrai que on se dit que c'est pas possible qu'un studio, une édition, enfin des développeurs puissent rater un remaster. Et pourtant, on a eu des échecs. Hein. Il y a des remasters qui ont été quand même moins bien que les jeux de base. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Warcraft 3 Reforged, hein, qui a laissé un goût amer dans la communauté des joueurs Warcraft. Et également dernièrement le jeu 13. Alors j'avais jamais joué à un jeu 13 personnellement, mais je sais que le 13 remake qui est sorti en fin d'année dernière, si je ne m'abuse, est une vaste blague. Voilà, une vaste blague. Et du coup on se pose la question, mais comment ils peuvent rater en fait un remake? Parce que à quel moment ils peuvent se planter? Et en fait du coup c'est à se demander de se dire, bah oui, le remake est une solution de facilité, c'est une chose, c'est indéniable, mais ça montre que s'ils font pas bien les choses, ils vont se faire dégommer après par la presse et la communauté des joueurs. Donc ça reste quand même un risque pour les studios. Donc est-ce que au final, les remakes et remasters, en faire, c'est une solution de facilité pour les studios? Oui, mais est-ce qu'au final, les joueurs, les communautés de joueurs ne deviennent pas de plus en plus exigeants quand ils voient un remake sortir? Alors, moi j'ai envie de te dire que faut quand même, il y a quand même un problème de qualité, parce qu'en fait, on dit remaster, remake, le problème c'est qu'on attend quelque chose, puisqu'on a déjà une expérience de jeu en tête. Dans le cas de 13, on parle d'introduction de bugs, de nouveaux bugs absolument impardonnables, c'est-à-dire des problèmes d'affichage, des problèmes de plantage, des animations qui sont plus cadencé de la bonne manière, etc. Mais ce que ça prouve en fait aussi surtout, c'est que ça amène un problème qui est finalement assez connu dans le développement en général, pas spécialement du jeu vidéo, mais de n'importe quel logiciel et de maintenance de code dans les entreprises, quelles qu'elles soient. C'est que reprendre de l'existant, c'est essayer de recomprendre une logique qui n'est plus forcément dans les standards de l'industrie. Et je pense que la raison de l'échec de beaucoup de remasters, déjà il y a l'absence de continuité dans les équipes, il y a personne qui a travaillé sur le code de l'époque qui est capable d'expliquer le point, mais en plus tu as même parfois des pratiques qui n'existent plus, des codes qui ne se compilent plus de la même manière et qu'il faut essayer de reconnaître, sans oublier, et c'est encore plus fascinant, les astuces de programmation absolument improbables que même les développeurs d'époque n'arrivent pas à expliquer. Il y a cet exemple d'une licence, je ne sais pas si vous la connaissez, Titan Quest, qui est un Diablo-like qui est sorti sur PC et sur console, qui a eu droit à un remaster il n'y a pas très longtemps, qui est correct, voilà, qui fait le travail, qui à mon avis était dispensable, mais qui existe, et où ça avait amené une discussion sur une manière de synchroniser le temps qui passe dans le jeu. L'un des développeurs de l'époque avait dû revenir pour expliquer comment il avait fait. Et la technique, elle est dans un article de Gamasutra dont j'ai plus le lien, mais je me souviens très bien avoir lu ça.
le tic, vous savez, l'équivalent de la seconde dans le jeu, le décompte qui est fait à chaque espace, chaque intervalle de temps, est calqué sur un saut d'un petit lapin que le programmeur avait posé dans le jeu. Et bah, cette manière de compter le temps dans ce jeu, elle était impossible à retranscrire dans le remake. Ils ont été obligés de refaire un pan entier de code sur lequel se basent les timings des aptitudes, les délais de prise en compte des actions, enfin tout un tas de choses. Et tout a dû être repris, quelque chose qui évidemment n'avait jamais été pensé au moment de se dire on fait un remake du jeu. Et pourtant c'est le même studio qui refait le remake de son propre jeu. Parce que c'est la programmation qui a évolué, on va dire, sur la façon de programmer, la façon d'écrire les codes. Et donc du coup, en fait, une programmation d'il y a 20 ans marche plus. L'originalité dont font preuve les développeurs, qui est, je pense, très largement sous-estimée, qui est en fait... comme dans toute programmation, parfois le résultat est connu, les briques posées possibles à utiliser sont là, et puis finalement on fait un truc qui est très instable, mais qui bizarrement fonctionne, donc on va plus y toucher. Et là on se dit, oulala, on va pas remettre les mains dans le cambouis, ça va être une catastrophe sinon. Après, est-ce qu'on en attend quelque chose? Ouais, quand Final Fantasy VII Remake a été annoncé sur PlayStation, tous les fans de Final Fantasy et ceux qui ont joué, ils étaient heureux de pouvoir rejouer un jeu qui les a marqués avec de nouveaux graphismes. Après, quand le jeu est sorti, quand ils y ont joué, est-ce qu'ils ont pris plus de plaisir avec le remake que l'original? C'est pas sûr. Et au final, c'est peut-être ça maintenant qui tend. Un remake sort, c'est bien, mais est-ce qu'on va y prendre plus de plaisir que la première fois où on y a joué? Je pense pas. Et c'est pour ça que petit à petit, ouais, on te propose des remakes, des machins, mais ça peut pas perdurer indéfiniment parce que les gens vont se rendre compte que le jeu auquel ils ont joué, et la première fois où tu y joues, tu n'auras jamais cette sensation-là sur un remake ou un remaster parce que c'est trop tard. Et même si tu rejoues au jeu d'origine, c'est trop tard. Tu y as joué, tu n'auras plus la même sensation du tout. Après, rien ne t'empêche de profiter des graphismes. Mais bon, quand Final Fantasy VII est sorti, il y a eu 2-3 jours de live. Ouais, trop bien, Final Fantasy là. Est-ce que ça a perduré? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent encore à Final Fantasy VII Remake aujourd'hui? Je pense pas. Non, je pense que la hype, effectivement, est passée. Bon, à la limite, c'est ceux qui découvrent, on va dire, avec un train de retard, le remake aujourd'hui. Mais effectivement, comme tu dis, c'est des jeux, une fois que tu les as finis, globalement, tu les ranges dans ta bibliothèque et puis c'est fini, quoi. C'est terminé. Et puis encore, bibliothèque, si c'est la version physique, hein, parce qu'avec les versions des maths, maintenant, il n'y a plus vraiment de bibliothèque, quoi. Et du coup, question que je pose, parce que moi, j'ai jamais joué à Final Fantasy, donc 7. Il y a quand même, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un travail titanesque qui avait été engagé sur ce jeu. Si parmi vous, il y en a qui l'ont fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même bon, l'histoire étant la même, il n'y a pas de surprise, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un respect certain pour la quantité de travail qui a été mise dans ce jeu-là? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même l'un des projets en termes de remaster qui est le plus ambitieux qu'on ait jamais connu. Ah il y a eu énormément de travail. Faut souligner quand même tous les développeurs et tous les gens qui ont bossé dessus parce que ouais, effectivement, faire un remake ou un remaster d'un jeu comme Final Fantasy VII, déjà, il faut avoir le courage de s'y accrocher. Et en plus de ça, quand tu le sors, ouais, il y a eu du boulot. Après, oui, effectivement, il y a eu du boulot, mais c'est pas pour autant que la communauté va être derrière, le soutenir. Et lancer au nu tous les remakes et les remasters des Final Fantasy qui vont sortir. Moi, je préfère largement encore plus féliciter les développeurs de Cyberpunk. Le jeu est sorti, ouais, c'était une nouvelle franchise. Le jeu est sorti, il s'est fait bâcher, ça a été un échec total. Et pourtant, ils ont tenté, tu vois, ils ont essayé. Et oui, mais travailler sur Cyberpunk, je pense que ça a été encore plus difficile parce que tu partais de zéro, alors que Final Fantasy VII, t'avais des bases, t'avais des choses pour t'aider. Ouais. Donc du coup, ça laissait peut-être plus place à la créativité, du coup, effectivement, et vraiment à l'aspect de on cherche à créer quelque chose de nouveau pour plaire à un public et non pas refaire ce qui était existant et qu'on est sûr que ça marchera parce que c'est un truc qui avait cartonné à l'époque, quoi.
Et si aujourd'hui CD Projekt te sort The Witcher 1 remaster, The Witcher 2 remaster, The Witcher 3 remaster, puis dans 5 ans ils te sortent The Witcher 1 remake, The Witcher 2 remake, The Witcher 3 remake, tu vas dire les gars, vous foutez de ma gueule. Entre temps vous n'avez pas sorti de jeu, faudrait peut-être penser à faire autre chose. Et puis je pense que dans le cas de Witcher, je pense que c'est pas des choses à faire. Enfin, les jeux étaient à la pointe. Alors peut-être pas le 1, mais ils étaient à la pointe de la technologie au moment où ils sont sortis. Finalement, ils auront plus leur place dans ce que sera la technologie dans quelques années, quoi. Il faut peut-être aussi avoir le courage de dire à un moment donné, il faut pas remasteriser ça parce que le jeu fonctionnait bien, parce qu'à l'époque, il était novateur et que depuis il a tellement inspiré, tu vois, typiquement Witcher a tellement inspiré de jeux RPG, voilà, avec beaucoup de narration, des trucs dans le genre, et qu'il faut laisser le jeu là où il est en tant qu'élément de révolution de son temps, et effectivement juste continuer à faire d'autres choses, à essayer d'autres modes et à risquer de se planter. Même si dans le cas de Cyberpunk, je pense que le problème c'est vraiment un problème de com et d'ambition mal managée qu'un vrai souci de dev. Mais c'est correct, hein. Pour le coup, il vaut mieux laisser Victor Hugo mort que d'essayer de le ressusciter pour qu'il écrive encore. C'est ça. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit là sur des potentiels remasters ou rework des 2 premiers opus de The Witcher, c'est que tu as parlé de technologie, mais en final, tu as utilisé ça un peu comme fourre-tout pour parler de beaucoup de choses. Et juste pour développer ce point-là, pour voir si on est d'accord, déjà il y a le côté effectivement purement technique qui était novateur pour l'époque et qui sera un peu dépassé aujourd'hui avec tout ce qui est mode des mondes ouverts, etc., qui sera peut-être amené encore à évoluer d'ici qu'on envisage un nouveau travail sur ces jeux-là. Mais en plus, c'est en termes d'expérience de jeu, parce que tu parlais de la narration, mais j'ai envie d'aller encore un petit cran plus loin en parlant de tout ce qui est tropes dans les jeux vidéo, oui. tout ce qui est déclencheur, qui étaient peut-être novateurs à ce moment-là, mais qui sont devenus depuis totalement clichés. Donc là, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut très vite devenir un cliché qu'on va traiter de façon presque parodique. On va dire, par-dessus la jambe, on préfère jouer à un nouveau jeu et puis tant pis. Exactement. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui seraient contentes de pouvoir y rejouer à ce jeu-là. Je sais pas. Enfin, peut-être. En fait, tu vois, moi, j'ai presque l'impression, par exemple, dans le cadre de The Witcher, que chaque jeu est presque un remake du précédent. Au sens où l'histoire change, elle raconte des périodes différentes, etc. Mais le simple fait que tu ne te battes pas de la même manière dans chacun des trois jeux fait déjà que on a plus cette progression naturelle finalement du jeu en disant on fait un nouveau jeu, on casse vos habitudes, on tire parti de la nouvelle technologie. Donc le premier Witcher, il est basé sur un moteur qui était pas eux, qui est celui de Neverwinter Nights 1. Dont on voit d'ailleurs toutes les limites et tous les problèmes et qui est très dur d'expérimenter aujourd'hui, peut-être effectivement pour certains joueurs. Mais si on le remettait dans le moteur de Witcher 3, on se rendrait peut-être compte que finalement, autant jouer à Witcher 3. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas vraiment de plus-value. Il y aurait une histoire un peu différente et c'est des jeux qui méritent d'être joués pour leur histoire, bien évidemment. En fait, pour moi, c'est presque des remakes d'eux-mêmes, juste avec une histoire différente, une progression dans le personnage qui fait qu'on a envie aussi de jouer au précédent. Mais si on les ramenait à quelque chose de moderne, ce serait plus le même jeu. Et puis est-ce que parce qu'on galérait à se battre, on galérait à avancer, quoi. Et c'était bien aussi. Et on était content de passer au 2. Dès que tu as eu le 2, tu veux plus jamais jouer au 1. Et est-ce que justement le fait aussi de changer le gameplay d'un vieux jeu et du coup de le mettre au goût du jour, est-ce que ça simplifie pas le jeu non plus? Parce que dans le sens, mais justement ça simplifie beaucoup trop. Parce que je prends l'exemple justement des Spyro le dragon. Pour le coup, ils ont ressorti avec les graphismes d'aujourd'hui, mais le vieux gameplay. Et d'un côté, ça m'a fait bizarre, moi personnellement, quand j'y ai joué, j'ai trouvé que c'était... je trouvais que le gameplay était dépassé et ça collait pas avec les graphismes qu'ils avaient voulu refaire pour le remake. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ouais, mais s'ils auraient mis un gameplay plus récent, plus moderne, est-ce que le jeu serait pas trop facile au final? Est-ce que j'aurais pas roulé sur le jeu, en fait? Et justement, c'est ça peut-être le risque aussi, de vouloir certains jeux, peut-être pas les toucher, ou peut-être pas toucher du moins sur la partie gameplay, laisser la gameplay d'avant,
ou pas trop, juste vraiment minime, parce que justement, si on bouge trop le gameplay, si on change trop le gameplay, ça va devenir peut-être trop facile. Par exemple, typiquement, Rémi, tu citais Mass Effect 1 tout à l'heure qui voulait changer le gameplay. Est-ce que en changeant le gameplay de Mass Effect 1 va pas devenir trop facile? Après, qu'est-ce qui fait la difficulté du jeu? Est-ce que c'est le gameplay? Est-ce que ce sont les ennemis qui changent en fonction des endroits où ils sont, leurs techniques, etc.? Est-ce que la stratégie change en fonction des mobs? Est-ce que les boss sont différents? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait la difficulté du jeu? Si le gameplay, déjà, il n'est pas là pour t'aider, oui, effectivement, c'est le gameplay qui te pose le plus gros souci et c'est pour ça que tu galères. Dans ce cas-là, si tu fais un remake, pourquoi ne pas adapter? Change le gameplay, mets-le un peu plus du côté du joueur et je regarde du côté des mobs, regarde du côté des paysages, regarde de l'environnement. Il y a des tas de manières de mettre en difficulté les joueurs. Regarde dans les Dark Souls et autres jeux comme ça. Ce qui te met en difficulté, c'est pas le gameplay. Le gameplay, au contraire, quand tu arrives à le maîtriser, tu roules sur le jeu au final. Ce qui te met en difficulté sur la plupart des boss, c'est parce que chacun a une stratégie propre, chacun a ses propres techniques. Mass Effect 1, ce qui fait qu'il est difficile, ben oui, c'est en partie le gameplay parce que ton arme se chauffe, parce que machin. Mais dans Mass Effect 2, quand ils ont retiré ce mode-là, c'était les munitions. Il fallait bien gérer tes munitions, il fallait bien gérer la stratégie avec tes coéquipiers, qui tire sur qui, quand utiliser tel pouvoir. Enfin voilà, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Le gameplay ne fait pas que toute la difficulté du jeu. Oui, en effet, mais du coup, alors je pense, et du coup là je me tourne plus vers Mike, parce que c'est une licence que tu affectionnes énormément. Je pense aussi à Pokémon, toujours. On revient toujours sur le tapis, mais c'est vrai que c'est une licence qui a connu beaucoup de remakes, donc c'est l'occasion d'en parler. Typiquement, je trouve que Pokémon Let's Go Evoli Pikachu était beaucoup trop simple par rapport à Pokémon rouge ou jaune, enfin les premiers de la Gen 1, parce que notamment le gameplay était plus facile avec l'XP partagé, etc. Tout ça, donc tes Pokémon, tu les montes de niveau plus simple. Donc est-ce qu'au final, ça ne casse pas un peu la dynamique du jeu de base qu'on avait avant en fait? Alors, ça apporte une dynamique qui est différente. Alors surtout avec les Let's Go où il n'y a plus de combats contre des Pokémon sauvages, c'est directement des systèmes de capture à la Pokémon Go et les combats sont que contre des dresseurs. Bon, ok, ça c'est une mécanique à part entière. Après, le but sur ce jeu-là, je pense, c'était de simplifier le jeu pour attirer des nouveaux joueurs, pour faire découvrir la première génération à des jeunes joueurs aussi, hein, pour rajeunir la fanbase de la Gen 1. Oui, le jeu est plus facile, mais après l'objectif n'était pas de faire un jeu difficile justement. Un jeu ne va pas être bon uniquement parce qu'il est difficile. Un jeu, à mon sens, est bon. Et là, enfin, ce serait le sujet d'une autre émission, je pense. Hein, qu'est-ce qui fait un bon jeu? Vous avez 4 heures. Donc le jeu est bon à partir du moment où tu prends du plaisir à le faire, et il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas prendre de plaisir à avoir un jeu trop difficile. Le jeu Pokémon s'adapte un petit peu au goût du jour, où effectivement faire juste du grinding pendant des heures pour monter ton Pikachu niveau de 15 à 35 avant une arène, ça ne correspond plus trop, je pense, aux attentes de beaucoup de joueurs aujourd'hui, avec des jeux qui sont de plus en plus dynamiques. Et effectivement, c'est un moyen de s'adapter et de survivre dans l'environnement. Oui, c'est vrai, mais ouais, du coup, effectivement, donc plutôt l'aspect effectivement nouvelle dynamique, l'aspect effectivement mettre au goût du jour et ne plus effectivement comme ça rejoint un petit peu ce que disait aussi Gerfo, où en fait effectivement des fois il y a des jeux on peut pas vraiment les reproduire à l'identique de ce qui avait été fait il y a 20 ans parce que le système de programmation avait changé, parce que les personnes qui avaient programmé peut-être le truc il y a 20 ans, ils l'avaient fait pour une raison spécifique qu'aujourd'hui il n'y a peut-être plus besoin de le faire, ou peut-être que la personne en question n'est peut-être plus là. Et donc du coup c'est compliqué d'expliquer pourquoi le mec il a fait ça. Enfin bref, plein de raisons. Je reviens juste sur un sujet que on a discuté au tout début d'émission, et je crois que c'était Gerfo qui l'avait relevé. C'est cette différence, on va dire, de consommation, enfin d'attente plutôt d'une consommation entre un joueur PC et un joueur console. C'est vrai que le joueur PC, il a acheté un jeu en 2002 par exemple. Ce jeu-là, il l'a dans sa bibliothèque Steam et il l'a encore aujourd'hui. Il peut l'installer s'il veut et y jouer. Là où par exemple un joueur qui est aujourd'hui console, qui a une PlayStation 5, ne peut peut-être plus jouer à un jeu qui était sur PlayStation 2, et donc le fait de voir un remake, il est content de voir ce remake pour pouvoir
retoucher à ce jeu, enfin rejouer à ce jeu PlayStation 2. Donc au final, est-ce que les joueurs PC sont, c'est pas vraiment avantagés, mais disons sont peut-être moins friands des jeux, des remakes et des remasters que des joueurs consoles qui eux sont plutôt plus à la recherche de ça? Ah, mais ça, c'est PC Master Race, hein, c'est tout. Attention, on va faire des ennemis sur le pod. Non, on n'est pas à l'abri quand même, hein, parce que on a perdu des jeux parce qu'on n'a plus de lecteur CD-ROM et plus de trucs comme ça. Mais je t'en prie, vas-y, commence et puis je partagerai après. Je vais juste dire en fait mon avis pour les consoles. Les consoles ne servent au final que pour certains jeux comme les FIFA et autres, mais aussi pour les exclusivités sur console. Au final, après sur PC, tu peux jouer à tous les jeux et tu auras sans doute un meilleur rendement en tant que gamer pour avoir le jeu le plus longtemps possible et une machine qui suit à peu près l'évolution technologique pendant au moins quelques années. Et c'est quelque chose qui est ancré, j'ai envie de dire, dans les attentes de joueurs de longue date sur PC, dont je fais partie, qui est de dire que en fait, il y a historiquement sur le PC un contrôle sur la manière de jouer qui est beaucoup plus fin, parce que c'est pas une question de dire que c'est mieux de jouer de cette manière, c'est juste une question de dire que c'est historiquement ce qui a toujours été. Trafiquer des fichiers de configuration, mettre en place de la qualité de vie pour le joueur selon sa configuration, qui vient du fait d'ailleurs de la pluralité du marché des PC existants, hein, parce que voilà, qu'est-ce qu'il est compliqué de développer sur PC quand on sait qu'il y a 50 000 marques d'écran, de cartes graphiques, de processeurs, et bon, maintenant les architectures sont beaucoup plus stables qu'à une époque, mais moi j'ai souvenir quand j'étais ado d'avoir passé beaucoup de temps sur des forums pour régler des problèmes qui me semblaient très spécifiques et que personne n'arrivait à reproduire parce qu'ils étaient du fait de ma machine ou de la mauvaise configuration d'un élément qui était complètement extérieur au jeu et que je ne maîtrisais pas à l'époque, que ce soit les drivers, les méthodes d'affichage ou ce genre de choses. Malgré ça, on a quand même assisté à un glissement dans la manière de gérer les portages dans le jeu vidéo. On parle beaucoup de GOG, qui a finalement au départ s'est vendu sur ce concept-là, Good Old Games, de mettre à disposition de joueurs PC des jeux clés en main qui soi-disant n'étaient plus compatibles avec les versions modernes des OS et qu'ils ont parfois remasterisé ou pour les rendre compatibles avec nos architectures modernes. Il faut pas que ça se perde, il faut que ça perdure, il faut qu'on puisse continuer à pouvoir lancer un jeu sans considération pour le temps qui a passé depuis sa sortie. J'ai l'impression, mais c'est que mon avis, encore une fois, et de ma petite fenêtre, que il y a maintenant vraiment de la consommation du jeu vidéo à plusieurs vitesses. Il y a des gens qui consomment les sorties au moment où il faut aller très très vite. Il y a un public de streamers qui doit mettre en avant les jeux au moment où ils sortent pour avoir de la visibilité. Il y a du coup des gens qui observent ça, qui vont jouer au jeu par cette influence, mais il y a aussi toute une gamme de joueurs plus patients qui peuvent attendre une baisse de prix ou simplement une opportunité de temps pour pouvoir y jouer et qui se posent pas la question de savoir s'ils achètent le jeu dans 2, 3, 4 ans. Bah, le jeu il est sorti, ils ont un PC, ils peuvent jouer dessus, et puis au pire ils le dégraderont un peu la qualité ou au contraire ils pourront profiter d'une nouvelle carte graphique. Et du coup le timing fait qu'on dilue dans le temps l'expérience et l'importance du remaster et de la capacité à se faire, elle se fait à des échelles qui sont complètement différentes de celles des consoles, où j'ai l'impression que le changement de machine crée une rupture et dit tout ce qui existait avant n'est plus, c'est du passé, et si on doit le voir réapparaître, ce sera sous la forme d'un remaster. Voilà. Pour moi, c'est ce qui fait qu'il est extrêmement compliqué pour un développeur et un éditeur d'ailleurs aujourd'hui de se dire quel est le bon titre à remasteriser en dehors d'une licence. On se dit j'ai une base de 100 000, 1 million, 10 millions de joueurs qui sont prêts à penser dessus à partir du moment où je l'annonce. Donc voilà. Je sais que par exemple, référence au... je sais que quand je mentionnais effectivement ce point-là, je pensais notamment à
à la saga Assassin's Creed, qui du coup a eu plein d'opus et va en avoir encore plein derrière, puisque Ubisoft, on va dire, effectivement continue à exploiter cette licence à fond. Et effectivement, je me rappelle que j'avais vu un jeu, enfin un remaster, du coup un package en fait carrément de la partie des Assassin's Creed Ezio, genre c'était les jeux avec Ezio, donc Ezio c'est Assassin's Creed 2, Brotherhood et Revelation. Et en fait, je m'étais fait cette remarque, alors qui suis moi aussi plus aujourd'hui un joueur PC et moins un joueur console que ce que j'ai été avant. Et je m'étais fait la remarque, bah, c'est quand même moche parce que les joueurs console sont obligés de payer un nouveau jeu pour rejouer à des vieux jeux. Là où moi, le joueur PC, bah, juste à lancer Steam ou le launcher de Ubisoft et de lancer mes Assassin's Creed 1, 2, enfin peu importe l'opus, puisque dans tous les cas ils sont sur PC, j'ai toujours accès quoi. Après, là où ils ont été malins, c'est qu'ils t'ont proposé aussi un Assassin's Creed 3 remaster qui était pas dégueulasse. Franchement, c'est le même jeu, mais avec les graphismes un peu plus poussés que ce que les mods pouvaient te proposer. Donc là, ils ont été malins parce qu'ils touchaient en même temps les consoleux et les PC. Là pour le coup, j'ai pas du tout fait attention parce que moi je me suis dit quand j'ai vu Assassin's Creed 3 remaster sorti, je me suis fait la même réflexion, je me suis dit bah j'ai déjà le 3 sur PC, quel est l'intérêt? Mais bon, peut-être qu'effectivement j'aurais peut-être dû plus m'y pencher, puis effectivement comme tu avais l'air de dire que c'était plus beau visuellement, même si je trouvais que le 3 est déjà très bien visuellement, il a pas beaucoup d'intérêt en tant que remaster. Très bien, messieurs, bah écoutez, on arrive doucement vers une conclusion de ce débat, conclusion de l'émission. Du coup, si je demandais un petit peu à chacun de vous de conclure votre avis, en fait, plutôt sur une question principale, c'est la question que tout le monde se pose. Du coup, les remasters, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et du coup, j'ai demandé à Rémi, est-ce que toi, t'en penses quoi? T'en penses que justement, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose au final, les remasters, au vu de tout ce qu'on s'est dit? Alors, vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise chose. J'en étais sûr que quelqu'un allait me la faire, c'était obligé. Depuis tout à l'heure, je me retiens de faire des blagues vaseuses quand des gens passent dans ma chambre, je suis tout seul en dire salut Jean. Donc du coup, il fallait bien que j'en sorte. Donc, blague à part, remaster, bonne ou mauvaise chose. Je pense qu'on ne pourra pas trancher. Il y aura toujours un public pour les remasters et les remakes. Après, ça dépend. Voilà. En tant que consommateur, au final, on a quand même assez de pouvoir sur les studios pour leur dire c'est trop ou faites-en plus. Donc voilà, après ça dépendra de chacun, ce qu'il a envie de voir dans le paysage vidéoludique pour les prochaines années. Est-ce qu'il a envie de voir beaucoup de remasters et très peu de licences originales? Est-ce qu'il a envie de voir plus de licences originales et très peu de remakes et remasters? Voilà, je pense qu'il y a certains remasters qui ont leur place, d'autres non, mais après chacun est seul juge au final. Très bien. Mika, et toi t'en penses quoi du coup? C'est quoi ta conclusion de tout ça? Ma conclusion, c'est bien si ça apporte quelque chose. Typiquement, l'annonce là pour Skyward Sword, je suis extrêmement enthousiaste parce que j'avais envie de rejouer à ce jeu. Que là récemment, j'avais branché ma Wii sur ma nouvelle télé 4K et que clairement, j'ai saigné. Voilà, mes yeux ont saigné un petit peu sur les graphismes parce que c'était plus du tout adapté. Et donc ça va être un plaisir de pouvoir rejouer à ce jeu dans des bonnes conditions avec des bons graphismes. Après, il faut pas non plus trop tirer sur la corde et proposer des remasters de tous les jeux toutes les 2 semaines, tout simplement parce que ça suit pas. Il faut vraiment avoir une démarche derrière, que ça apporte quelque chose, soit en hommage sur un jeu qui était phare, qui était sorti il y a longtemps pour le remettre au goût du jour, soit au contraire pour dire bah voilà, ce jeu-là, à ce moment-là, on n'avait pas les moyens, la technologie ou d'autres approches en termes de construction de scénario par rapport à aujourd'hui, et donc voilà ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on le recommençait. Ça, ce serait assez intéressant et c'est une démarche dans les remakes de certains Pokémon, je trouve. Donc ça apporte quelque chose, c'est bien. Après, c'est juste du remaster pour faire de l'argent. Généralement, ça se sent. C'est pas très quali et c'est une catastrophe. Très bien. Et donc Gerfo, du coup, tu as du coup le mot de la fin en conclusion sur ces remasters. Bonne ou mauvaise chose au final dans l'industrie du jeu vidéo? Bonne chose parce qu'il y a eu des bons remasters et c'est ce sur quoi il faut se concentrer, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut rester extrêmement critique. Il y a trop de coups d'opportunité et trop de
trop de, je vais pas dire fainéantise parce que je suis incapable de développer un jeu vidéo, mais d'une certaine facilité parfois dans l'approche, c'est-à-dire en disant, on annonce en grande pompe un titre qui va revenir et on ne laisse pas le temps aux développeurs d'en faire quelque chose de ne serait-ce que propre, parce que je pense que c'est le minimum qu'on doit attendre. Voilà, il faut rester critique et ne voir ça que, toujours avec un œil, essayer de se départir de sa nostalgie et de ces petits tours de magie autour de notre psychologie, en fait, finalement, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent de cette manière-là quand ils amorcent ces chantiers. Mais il y a des très belles réussites, il y a des gens qui arrivent à découvrir des univers vraiment très intéressants grâce à ce genre de démarche. Et rien que pour ça, oui, il faut continuer à en faire. Mais avec prudence, de notre côté. Je peux juste souligner un truc avant de Bien terminer. sûr. Je trouve ça beau quand même. On a commencé ce débat il y a une heure et demie. Gerfo était le plus pessimiste d'entre nous et au final, il finit en étant le plus optimiste. Je trouve ça beau. Oui, c'est vrai que c'est beau. Parce que je disais que j'oscillais en fait entre les mauvaises expériences et les bonnes expériences, mais je me rends aussi à vos arguments. C'est vrai qu'il faut penser aux joueurs qui n'ont pas l'expérience que quelqu'un comme moi a pu connaître et qu'il faut laisser de la place aussi à des choses. Mais disons que ça reste quand même un message de soyez prudents. Voilà, ça reste quand même consommer des remakes, oui, mais soyez prudents et analysez bien avant de vous jeter dessus. Un petit peu. Portez couvert, comme on dit. Restez couvert, tout à fait. Portez un masque, on a l'habitude en ce moment. Eh bien, écoutez, c'était le mot de la fin. Bien, merci à vous trois d'avoir participé à cette première émission. J'espère que du coup, ce débat vous aura plu. Effectivement, il était assez intéressant, je trouve. Et effectivement, le côté que Gerfo soit un petit peu plus optimiste vers la fin montre qu'au final, cet échange d'idées et de débat était effectivement, a fonctionné et effectivement était très intéressant. En tout cas, merci à vous trois. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette première. Du coup, Rémi, Wems, si on comprenait effectivement vraiment les pseudos, on te retrouve du coup sur Cult & Geek en septembre, c'est ça ? Exactement, pour la saison 5, et tu peux m'appeler Rémi, puisque dans le podcast, tout le monde m'appelle Rémi. C'est vrai, effectivement. Oui, mais c'est parce que tu sais, Rémi, c'est un peu pour les intimes, on va dire. Mais ok, mais effectivement, on a hâte de suivre ça, effectivement, de la suite en septembre. Et puis du coup, je donnerai effectivement le lien du podcast. Ouais, c'est tout ça en général, parce que moi je ne connais pas, donc c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes ou en téléchargement direct. C'est disponible sur Spotify, sur iTunes, sur Google Podcast, Bad Geek aussi et PodCloud. Eh ben formidable. Voilà, de toute façon, je mettrai le lien. Je mettrai aussi le lien du Twitter. Gerfo, toi, on te retrouve. On va se retrouver du coup tous les deux dans les prochaines podcasts de la case. Hein, ça va pas tarder, à démarrer pour cette saison 10. Un petit peu moins cette saison, mais un programme de très très bonne qualité. Donc, je suis sûr qu'il fera plaisir à tous les auditeurs. Également. Et puis du coup, mon cher Mika, nous on se retrouvera pour un futur Pokémon Direct, sûrement, ou un petit Nintendo Direct. Vous me retrouverez derrière ma Switch, voilà. Non, mais on se retrouvera effectivement à l'affût pour effectivement le monde ouvert, la Pokémon qui a été annoncé à Arceus, je crois, sauf erreur. Pokémon Legends Arceus, tout à fait. Ouais. Donc effectivement, on surveille ça de près puisque ça peut être très intéressant et je pense qu'on aura peut-être même l'occasion d'en reparler dans de prochaines émissions puisque c'est intéressant le chemin dans lequel se dirige Pokémon, la licence Pokémon. Enfin bref, en tout cas, merci à tous d'avoir participé du coup à l'émission. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque actuellement, je n'ai pas encore créé de compte Twitter à proprement parler pour l'émission Rollback. Donc mon Twitter, effectivement, c'est RAIKOV. Donc n'hésitez pas à me suivre pour justement suivre les prochaines émissions et en savoir un peu plus. Également, n'hésitez pas à donner vos avis
sur justement est-ce qu'au final les remakes et les remasters c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose dans l'industrie du jeu vidéo, une bonne ou une mauvaise situation comme dirait notre cher Scrip. Et puis je vous dis du coup à la prochaine dans de nouvelles émissions. Merci à vous messieurs, un gros salut et surtout sortez couverts. Salut. La bise. Merci à tous.